Notre prochain intervenant, notre guest speaker du jour, est un monsieur qui a une longue expérience de l'univers de la finance et des marchés de titres publics dans notre sous-région. Il a débuté sa carrière dans l'administration togolaise en 1986. Ensuite, il a rejoint la BCEAO en 1996, où il a occupé les postes de chef de service des relations avec l'extérieur et chef de service de l'intégration économique et régionale. En 2005, il est parti en détachement auprès du gouvernement togolais, où il a été nommé directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. En 2011, il réintègre la BCEAO et occupe les postes d'adjoint au directeur des relations internationales, puis adjoint au directeur du COFEB. En 2016, il est nommé directeur adjoint de UMOA Titres. En janvier 2018, il retourne en détachement auprès du gouvernement togolais en tant que secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Et depuis le 1er mai 2021, il est président de l'autorité des marchés financiers de l'UMOA. Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un accueil très chaleureux à Monsieur Badanam Patoki. Monsieur Patoki, je vous prie. Je voudrais d'abord remercier UMOA Titres pour l'honneur qu'il me fait et qu'il m'a fait de m'inviter à cette session. C'est vrai qu'il y a à peu près 5 ans, nous nous sommes quittés. Nous avions les mêmes problématiques. Je suis parti les laisser. Fort heureusement, ils ont continué l'œuvre qui explique qu'on se retrouve aujourd'hui. Sous d'autres cieux, nous avons également vécu les contraintes. Donc, ce n'est pas toujours évident. Nous allons dire des choses. Nous savons que ce n'est pas d'un coup de baguette qu'on le fait. Mais il me semble important quand même de revenir sur ces aspects pour que nous puissions avancer autrement. Il est important certainement de revenir un peu sur le contexte, parce que nous vivons un contexte particulier. 2021, nous sortions de la crise sanitaire. Nous pensions sortir de la crise sanitaire et donc renouer complètement avec le développement. Malheureusement, nous avons été, j'allais dire, rattrapés par la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, qui est venue estomper les espoirs que nous avions de rebondir autrement. Et surtout pour les États, d'avoir les moyens d'apporter des solutions pérennes aux préoccupations des populations. La croissance a encore chuté de ce fait. Et surtout, nous avons connu et nous connaissons encore une inflation très forte que nous n'avons pas souvent connue, surtout nous dans notre zone où nous étions habitués à une inflation dans le meilleur des cas, c'est-à-dire quand elle est élevée, approximativement à 3%. Donc, 2022, nous sommes arrivés à peu près à 7,5%. Et donc, ce relèvement du taux d'inflation dans le monde a
amener naturellement les banques centrales à réajuster leur politique monétaire. Et justement, c'est leur rôle de contenir l'inflation et en même temps de préserver le pouvoir d'achat des populations. Notre zone n'a pas échappé à cela. La Banque centrale, notre Banque centrale commune, a donc revu sa politique monétaire avec un relèvement de ses taux directeurs. Quand même, notre zone, en termes de croissance économique, il faut le reconnaître, est marquée par une résilience. Parce qu'en 2022, la croissance estimée dans la zone est à peu près de 5,7%, quoique en baisse de 0,4 points de pourcentage par rapport à 2022. Il faut reconnaître cette performance, il faut reconnaître cette résilience parce que avec les chocs que nous avons eus, nous n'étions pas sûrs de pouvoir maintenir ce rythme de croissance. Sur le segment des titres publics, puisque c'est de ça qu'il s'agit, que ce soit par syndication ou par adjudication, nous avons quand même un marché intégré. Comme nous le disons souvent, c'est des modèles rares parce que c'est un marché unique pour 8 pays à la fois, avec naturellement un seul régulateur qui est l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Alors, pour financer les déficits des États, naturellement, les États et même le secteur privé, pour financer ses besoins, donc ces acteurs recourent au marché financier pour couvrir leurs besoins de financement. Au 31 décembre 2022, et moi, titre me corrigera, je crois que sur le segment adjudication, la mobilisation brute de ressources est ressortie à 5 254 milliards, selon les chiffres que nous avons. Je pourrais être corrigé s'il y avait un petit écart. Donc, 5 254 milliards à travers 122 opérations. Sur le segment syndication, nous avons enregistré une levée de ressources d'à peu près 3 072 milliards de francs CFA à travers 23 opérations. Et si on y ajoute les soukouks, donc le montant de 330 milliards de soukouks promis par l'État du Sénégal, globalement, sur les deux segments, nous arrivons à un montant de 8 656 milliards de francs CFA en 2022. Alors, on voit bien les besoins des États. Mais en même temps, ceci nous interpelle. Est-ce que notre marché sera toujours en mesure de répondre à ces besoins des États, à ces besoins du secteur privé? Pour ce qui nous concerne, à fin décembre 2022, le marché financier régional est marqué par des levées de ressources évaluées à plus de 17 581 milliards depuis sa création, une capitalisation boursière d'environ 15 000 milliards de francs CFA pour 155 lignes, dont 45 sociétés cotées,
plus de 250 intervenants commerciaux agréés pour 1018 milliards de francs d'actifs sous gestion et plus de 10 000 milliards de francs CFA d'actifs en conservation. En termes de perspective, parce que là, c'était les données au 31 décembre 2022, en termes de perspective, je crois que dans le discours du directeur adjoint de UMOA Titre, nous relevons que 2023 peut être une année difficile. Difficile en ce sens que pratiquement les marchés internationaux de capitaux, nous sommes sobres en disant leur accès va être difficile, mais d'autres disent ces marchés sont fermés à nos pays. Dans un contexte où les besoins des États vont continuer à croître, les crises, la crise ou la guerre en Ukraine, nous souhaitons qu'elle s'arrête. Mais n'oublions pas que quand cette guerre va s'arrêter, il faut reconstruire ce pays. Et très probablement, les ressources extérieures sur lesquelles nous comptions souvent peuvent repartir vers l'Ukraine pour la reconstruction de ce pays. Les crises, nous ne savons pas aussi dire clairement s'il y en aura plus. Dans certaines lectures, il revient que nous sommes dans une phase de crise qui peuvent se succéder avec des effets peut-être différents, mais aggravants. Dans nos pays, nos populations sont encore jeunes. Nous avons des jeunes, ils sont nombreux. Nous n'avons pas vraiment de quoi leur offrir en termes d'emploi. Donc, ils sont là, ils sont nombreux et ils sont oisifs. C'est des risques encore importants pour les États parce que cette jeunesse, ce n'est pas utilisée dans les bons canaux. Malheureusement, elle peut être utilisée dans de mauvais canaux. Ce qui viendrait, si vous voulez, désarticuler encore davantage l'évolution de nos pays. De la lecture que nous faisons d'initiatives des marchés financiers de la Banque africaine de développement, il ressort que les pays africains ont besoin d'à peu près 12 000 milliards de francs CFA par année pour investir en infrastructure. Dans un contexte où ce n'est pas évident, beaucoup de pays n'auront pas accès aux marchés internationaux de capitaux, que l'aide publique au développement qui a amorcé une courbe descendante depuis va se poursuivre. Le directeur de UMOA Titre l'a indiqué, les financements exceptionnels deviennent encore de plus en plus rares. Les crises ayant affecté les pays, même les pays développés, ont besoin de leurs ressources. Même s'il y avait encore des excédents, ce n'est pas évident que ces excédents-là puissent nous être véritablement destinés. De l'examen des budgets des États en 2023, donc il ressort un besoin net
de 4 360 milliards de francs CFA, un besoin net. Donc, en valeur brute et avec les retombées, donc nous arrivons à 4 360 milliards. Et ce montant, c'est logiquement notre marché qui doit le procurer aux États. Alors, quand on regarde ce contexte, on se dit qu'il y a véritablement beaucoup de besoins, qu'il est important désormais de travailler à ce que nous ayons nous-mêmes notre marché qui puisse porter et répondre aux besoins des États. Je pense que c'est beaucoup plus prudent de commencer à travailler dans ce sens parce que nous ne savons pas suffisamment prédire l'avenir des évolutions qu'il y aura. Donc, c'est pour cela que je voudrais vraiment saluer, disons, le thème qui est retenu pour cette 5e édition, afin que nous puissions regarder un peu, jeter un regard sur les aspects de diversification des investisseurs et l'efficience du marché. Je donnerai quelques aperçus de ce qui est fait de ce côté, du côté du régulateur, du marché financier régional dans son ensemble, et avec naturellement les perspectives. Sur la diversification, on l'a déjà dit, aujourd'hui, notre marché, il est caractérisé par pratiquement une intervention beaucoup plus forte des banques. En moyenne, 80% des souscriptions sont faites sur les émissions, sont faites par les banques, qui elles-mêmes doivent répondre à la législation qui s'impose à elles. Donc, ne peut pas détenir des titres de façon illimitée, puisqu'il faut diversifier les risques et la réglementation bancaire l'impose. Environ 80% au moins des titres émis sont détenus par des entreprises, enfin les banques, souscrits par les banques, et nous n'avons qu'à peu près 2% pour les personnes physiques, donc une proportion très faible. On voit déjà les contraintes et on voit se dessiner ce qu'il faut faire pour essayer de sortir de ce carcan. Alors, en termes de diversification, qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous faisons? D'abord, les actions initiées en faveur ou en direction des intermédiaires de marché, nous pouvons indiquer le relèvement des exigences capitalistiques. Nous avons fait ce travail-là et je salue, je vois les SGI qui sont là. Nous avons fait ce travail pour relever le niveau de capitalisation des SGI dans une perspective de les doter des moyens humains et matériels pour renforcer leur présence dans l'Union, ainsi que la fixation d'obligations de consacrer 5% de leur chiffre d'affaires de l'année précédente, n'est-ce pas, aux actions de sensibilisation, de communication. J'en vois qui sourit. Nous l'avons dit
retenir ensemble, nous allons travailler pour y avancer. Nous avons également, si vous voulez, déployé, amené le déploiement de la bourse en ligne. Aujourd'hui, pratiquement toutes les SGI, il ne resterait plus que peut-être 8 à 9 qui n'ont pas encore rempli les conditions pour avoir l'autorisation de déployer la bourse en ligne. Pourquoi? Pour essayer de faciliter, n'est-ce pas, les souscriptions. Ceux qui connaissent et ceux qui ont les moyens, à partir de la bourse en ligne, peuvent souscrire directement au lieu d'avoir le mécanisme ancien où il fallait forcément passer par la SGI. Au niveau où les actions en direction des émetteurs, nous travaillons sur vraiment la disponibilité des informations financières sur les plateformes. C'est important, on est sur un marché et nous savons tous que l'information financière sur le marché, elle est capitale. Nous poursuivons, et tout le monde, je crois que les États sont notés, les acteurs ou ceux qui veulent émettre des titres sur le marché financier régional sont notés, donc nous poursuivons toujours les actions de notation. Il faut continuer à se faire noter. Nous avons également lancé et engagé la vulgarisation de nouveaux produits. Je crois que tout ceci devait participer à la diversification et donc au développement. Donc, nouveaux produits, nous avons déjà lancé les obligations vertes. Nous avons aujourd'hui pratiquement fini avec la finance islamique. Il y a encore des instructions que nous devons compléter, histoire d'avoir sur le marché une gamme, si vous voulez, plus large de produits. Mais ce n'est pas fini, il va falloir continuer à chercher d'autres produits pour que le marché puisse disposer d'une panoplie de produits, ce qui permettrait sa diversification. En direction des investisseurs, nous avons toujours les actions de communication, ça on ne peut pas faire autrement. Entreprise, il faut communiquer, il faut travailler à rendre visible, si vous voulez, le marché pour tous ces acteurs. Et je sais qu'un travail se fait au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières en termes de sensibilisation dans les écoles, qu'il faille poursuivre et entretenir. Et nous avons naturellement le déploiement d'une stratégie de distribution des titres auprès des organismes de placement collectif. Nous travaillons sur le développement de la titrisation parce que cela permettrait d'attirer les investisseurs qui ont besoin de plus d'assurance avec un actif sous-jacent. Voilà quelques actions que nous menons et nous pensons que ces actions devraient contribuer, n'est-ce pas, à diversifier la base d'investisseurs et permettre à moyen long terme de faire en sorte que ce ne soit plus seulement les banques qui souscrivent aux titres lorsqu'ils sont émis. Sous l'angle de l'efficience du marché, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons donc l'amélioration continue de la qualité de l'information dans les notes d'information. Pour un marché beaucoup plus efficient, naturellement, il faut des informations. Je sais qu'au niveau de UMOA Titre,
on a des notes d'information. Nous-mêmes, au niveau de la paix publique à l'épargne, lorsqu'il y a des émissions, il y a toujours des notes d'information pour mieux faire connaître ceux qui émettent et naturellement permettre aux investisseurs de pouvoir, si vous voulez, investir en bonne connaissance des titres qu'ils prennent. Nous avons également donc la tarification. Depuis sa création, nous avons travaillé à ce qu'il y ait une visibilité sur la tarification. Mais une tarification libre. Chaque acteur définit sa tarification, mais la tarification, les tarifs sont homologués par le régulateur. Ceci permet naturellement d'avoir une visibilité. Et du fait de ne pas imposer la tarification, introduit quand même une concurrence entre les acteurs pour, nous espérons, tirer, si possible, les coûts vers le bas. C'est le souhait. J'en vois qui ne sont pas certains, mais c'est le souhait. Mais en même temps, nous savons que il faut cette compétitivité, il faut arriver, des tarifs sur le marché sont quand même, on va se le dire, encore élevés. Et nous avons commandé une étude, nous avons reçu un rapport provisoire que nous sommes en train d'examiner parce qu'il faut aller revoir la tarification sur le marché. Et pour ce qui concerne les régulateurs, nous avons anticipé parce que pour les États, puisque le taux de la commission des visas à date était à 1 pour 1000 des émissions, et donc pour 2023, donc nous avons soumis au Conseil des ministres une décision pour ramener ce taux-là à 0,9 pour 1000. Ce n'est qu'un premier pas pour dire que nous sommes conscients qu'il y a ce problème-là. Il y a une étude qui est faite dont nous n'avons pas encore les conclusions, mais il faut donner des signaux que la marche devrait aller vers la réduction des coûts. Autre chose, nous avons, si vous voulez, je reviendrai sur les questions de fiscalité, mais bon, c'est vraiment des questions importantes, mais il faut qu'on marque un pas à un moment donné pour regarder ces aspects-là. Et nous pensons également que pour l'efficience donc, du marché, qu'il faille poursuivre donc, des actions dans le sens de la digitalisation, parce que ceci permettrait naturellement d'aller plus vite, mais en assurant toute la sécurité nécessaire autour de ces opérations. Voilà un peu ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Je sais que nous sommes bien compris avec naturellement les différents acteurs, même s'il y a des points sur lesquels nous avons quelques légères, j'appelle ça légères divergences, mais nous savons que nous travaillons dans l'esprit d'améliorer et de faire en sorte que notre marché soit celui qui peut apporter plus de réponses aux problématiques de financement de nos économies. Ce ne sont que quelques idées et il y a certainement beaucoup de choses à faire et c'est peut-être le moment, quand on regarde le contexte et qu'on voit l'avenir, j'allais dire un peu incertain, il me semble que nous devons, une fois encore, travailler ensemble pour que nous puissions poser les jalons
d'un marché financier, j'allais dire, un peu liquide, un peu plus profond. Sans cela, nous ne pourrons jamais, quand on voit l'évolution des besoins des États et naturellement du secteur privé, parce que nous commençons à sentir une intervention forte aussi du secteur privé sur le marché financier régional, ce qu'on ne voyait pas avant. Ça veut dire qu'il y a des besoins réels et donc nous devons faire en sorte que véritablement notre marché soit, si vous voulez, la source privilégiée de financement des économies de notre Union. Voilà ce que je voulais dire vraiment à titre de mot autour de cette question importante dont je me prêterai à quelques questions, certainement de précision, avant de me retirer. Merci infiniment pour votre écoute. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous inviter? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Alors, mesdames et messieurs, pour cette session, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer avec les questions. Monsieur Fatouki, merci beaucoup pour cette présentation qui était fort intéressante. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers est devenu officiellement donc l'autorité des marchés financiers de l'UMOA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les rôles et missions de cette institution que vous présidez, s'il vous plaît? Merci bien, madame. Bien, nous sommes un régulateur. Nous sommes un régulateur et donc fondamentalement la mission c'est la protection de l'épargne investie en valeur mobilière, fondamentalement. Et en cela, qu'est-ce que nous faisons? Donc nous avons comme mission, si vous voulez, d'organiser l'appel public à l'épargne à travers donc la délivrance de visas. Un État qui veut émettre passe par nous, a le visa avec les caractéristiques de l'emprunt et c'est sur cette base que, si vous voulez, l'émission est autorisée. Nous avons naturellement, en qualité de régulateur, la mission d'élaborer et de faire adopter des textes qui régissent le fonctionnement du marché, puisque nous devons veiller à ce que le marché fonctionne très bien. Et à ce titre, donc, au-delà de la réglementation à mettre en place, nous devons habiliter, si vous voulez, les infrastructures du marché et en même temps les intervenants commerciaux. Et naturellement, lorsque nous avons tout cela, nous avons les intervenants commerciaux, nous avons, disons, la mission d'assurer leur contrôle à travers les missions d'inspection que nous faisons, parce que nous avons une réglementation, c'est un marché régulé. Et à partir du moment où le marché est régulé, on s'attend à ce que les acteurs respectent naturellement les textes qui ont été émis. Alors, l'autre mission, je n'appellerai pas ça mission, mais c'est plutôt une prérogative, parce que je n'aime pas tellement, c'est la sanction. La sanction, ce n'est pas une mission. C'est une prérogative parce que les missions sont connues malheureusement. Malheureusement, si on n'a pas la prérogative de sanctionner ceux qui ont un comportement préjudiciable sur le bon fonctionnement du marché, nous irons fatalement vers un dysfonctionnement total. Donc, pour moi, c'est vraiment une prérogative. J'aime toujours le dire, c'est une prérogative. Parce que nous ne sommes pas faits pour sanctionner les gens. Il faut quand même qu'on se comprenne bien. Je crois que la semaine dernière, on en a suffisamment parlé. Non,
nous sanctionnons parce qu'il y a dérive. S'il y a dérive, on le fait pour, si vous voulez, essayer de ramener un peu dans le bon chemin ceux qui s'écartaient, excusez-moi le terme, de ce bon chemin. Merci bien. Alors, malgré les progrès notables qui ont été enregistrés au niveau du marché financier régional, il y a de nombreux défis qui restent à relever. Quelles sont, à votre avis, les réformes et les initiatives qui devraient être prises au niveau de nos États pour améliorer le financement de nos économies par le marché régional? Je sais que vous en avez un petit peu parlé. Peut-être que vous voulez vous étendre un peu plus. Alors, il y a eu, on va le dire, un progrès. Parce qu'au moment où on mettait en place le marché financier régional, un des objectifs importants, c'était de relever le niveau de l'épargne dans l'Union. En 1998, le taux de l'épargne dans l'Union était de 14,4% du PIB. On va dire 25 ans, 26 ans après, aujourd'hui, à fin décembre 2022, nous étions à peu près à 20%. Il y a quand même un progrès, mais nous pensons qu'il faille continuer pour avoir un taux d'épargne beaucoup plus élevé que celui que nous enregistrons. Alors, des défis, il y en a. Dans nos propos, nous avons dû ressentir clairement ce besoin important, pressant d'éducation financière. Parce que c'est ça qui, en réalité, avec la bonne volonté des intermédiaires commerciaux, des SGI, si les personnes physiques ne comprennent pas le sens des opérations sur le marché, les ressources que ces personnes ont ne sont pas utilisées à cette fin. Donc, il faut, de mon sens, travailler véritablement sur la question de l'éducation financière. Ça va prendre du temps, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à regarder pour véritablement adresser la question de financement de nos économies par notre marché. Autre chose, les États. Bon, nous, à notre niveau, ce n'est pas évident d'imposer ça, mais il me semble important d'assurer la stabilité politique. Comme on dit, l'argent n'a pas besoin de bruit. L'argent n'en a pas besoin. Donc, véritablement, ça c'est à un niveau beaucoup plus élevé, mais je crois que c'est véritablement des souhaits importants pour que nous ayons une stabilité politique. À partir de là, on aura forcément la confiance des investisseurs et ils vont continuer à investir sur le marché. Une autre action, de mon point de vue, je ne pourrais pas tout aborder, c'est cette question de fiscalité. J'en ai effleuré un peu, mais je crois qu'il faut marquer une petite pause pour regarder cela. Pour nous, il faut arriver à une fiscalité de développement des produits financiers. C'est vrai, et là je suis à l'aise en reprenant les deux manteaux. Lorsque vous travaillez de l'autre côté, la préoccupation forte, c'est la mobilisation des ressources intérieures, donc à travers la fiscalité. Mais ce que je dis, je crois que ceux qui sont au Trésor vont se retrouver dans ce que je dis, parce que, in fine, lorsqu'on a des déficits, il faut les financer. Et c'est là où les trésors souffrent. Parce qu'il faut trouver les ressources, mais en même temps, trouver ces ressources à moindre coût. Alors, quand on est dans l'administration,
nous avons des positions un peu différentes. Le Trésor va avoir cette position que je défends, mais ceux qui sont chargés de la mobilisation vous diront, attention, nous avons des objectifs de recouvrement. Et donc, il faut les atteindre. On ne peut pas travailler à réduire, si vous voulez, les taux ou à lever, à ne pas avoir de fiscalité parce que nous n'allons pas atteindre les objectifs. Ça, c'est des positions, j'allais dire, quand on est de ce côté-là, contradictoires. On a ces débats-là, mais lorsqu'on revient ici, dans cette position, je crois qu'il faut regarder autrement. C'est vrai qu'il faut travailler à mobiliser les ressources internes, mais de mon point de vue, il ne faut pas avoir une réflexion seulement ou une action de court terme. Parce que je crois qu'il faut réfléchir à plus long terme. Parce que si aujourd'hui nous perdons quelque chose en termes de mobilisation de ressources, probablement nous n'avons pas de calcul, nous n'avons pas fait de projection, mais probablement que nous pouvons gagner parce qu'on aura fait développer le marché, on aura des ressources et peut-être le coût d'emprunt peut baisser à cause de là. Donc, à long terme, peut-être qu'on peut gagner. Donc, il n'y a pas de position tranchée, mais je crois que c'est des questions qu'il faut regarder, qu'il faut prendre à froid, examiner et voir dans quelle mesure on peut leur apporter une solution. Voilà un peu ma position sur cette question. Elle est délicate parce que quand je suis de l'autre côté là, bon, je vois ceux qui sont au-dessus de moi, je ne peux pas le dire facilement. Mais, oui, il faut. Finalement, quand on prend tous les manteaux, on se dit, mais il y a des choses qu'on peut faire. Et donc, il faut commencer à regarder de mon point de vue. Avec les défis que nous avons aujourd'hui, je crois que la donne change. Oui, on ne peut pas continuer à rester sur les mêmes positions dogmatiques que nous avions. Donc, il faut regarder et voir où est-ce qu'on fait, si vous voulez, une concession, histoire de gagner plus après. Merci beaucoup, M. Patoki. Alors, on a parlé, bien entendu, du fait que le marché des titres publics est dominé par les acteurs bancaires et que ça demeure une affaire d'initiés. Comment est-ce que l'autorité des marchés financiers, UMO à titre, les émetteurs peuvent accompagner les intermédiaires, les SGI par exemple, pour faciliter la distribution de ces titres à une base plus large et plus diversifiée d'investisseurs? Oui, bon, là, il faut qu'on travaille ensemble et on le fait toujours. Nous avons parlé de, si vous voulez, avoir divers produits. Nous travaillons, nous, on a entrepris la question de bourse en ligne. Je pense que quelque part, la bourse en ligne peut aider à toucher directement certains acteurs privés ou personnes physiques. Je me permettrai également d'interroger, est-ce que nous ne devrions pas voir la réglementation au niveau de la CIMA et de la CIPRES? Parce que c'est quand même des compagnies d'assurance, mais quand vous prenez cette réglementation, elle les limite dans la souscription des titres publics. Or, ailleurs, quand même, c'est des institutions qui, a priori, ont des ressources et ont des ressources longues, donc intéressantes pour le développement du marché. Et je pense qu'il faudrait que nous commencions à regarder avec les autres régulateurs
pour voir est-ce que nous ne devrions pas toucher à ces textes-là et permettre naturellement d'avoir une intervention un peu plus importante des compagnies d'assurance sur les titres publics. Ça aiderait, de mon point de vue, à résoudre les questions que nous avons aujourd'hui de diversification, d'amener les gens à naturellement souscrire. Et il faut travailler toujours sur les questions de digitalisation, on en a parlé. Comme ça, ça permet naturellement d'aller plus vite, voilà, dans les souscriptions. Voilà un peu quelques idées que j'ai. Je pense qu'ensemble, avec les différents acteurs du marché, nous pouvons approfondir la réflexion sur ces aspects-là. Une fois encore, il faut qu'on travaille pour assurer vraiment un développement de notre marché. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions du public? Merci. Alors, il y a une question de Monsieur Stanislas Zézé, qui est donc le patron de Bloomfield, agence de notation. Monsieur le Président, dans l'optique de réduire le coût de l'argent sur notre marché, est-il possible d'envisager des discussions entre le régulateur et les agences de notation pour créer un lien systémique entre la qualité de crédit établie par les agences pour les émetteurs et le taux d'intérêt pratiqué sur les obligations, sachant que les conditions d'emprunt sont étroitement liées à la qualité de crédit de l'emprunteur? Écoutez, le régulateur est ouvert à la discussion. Et nous le faisons véritablement. Sur tout ce que nous faisons, nous échangeons avec les différents acteurs. Donc, il n'y a pas de souci. Nous le connaissons, Bloomfield. Aujourd'hui, c'était 2 agents de notation. On a autorisé une 3e, mais qui n'est pas encore opérationnelle. Je pense que ces questions-là, nous sommes ouverts. Il peut passer, nous regardons et nous ne regarderons pas seuls avec lui. Il faut intégrer les autres acteurs du marché. Parce que quand on veut trouver une solution, il faut prendre les avis de tout le monde pour qu'à la sortie, d'autres acteurs ne se disent pas « attention, ce que vous avez fait vient empirer la situation. Si vous nous aviez consulté, on aurait pu faire autrement. » Donc nous sommes ouverts. Et je crois que nous sommes tous à Abidjan. Donc nos portes sont ouvertes et nos services sont disponibles pour échanger avec lui. Merci beaucoup. Merci bien. Si nous n'avons pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a 2 personnes dans la salle. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour ces messieurs, s'il vous plaît? S'il vous plaît, devant. Merci. Je suis Gokson Goudjetandi, trésorier adjoint CCE Banque Bénin. Déjà, je vais profiter avec votre mission pour féliciter et remercier M. Patoki, sinon l'ensemble des autorités des marchés monétaires et financiers avec lui. Merci. Pour quand même ce marché qui fonctionne, ce marché intégré comme il l'a si bien dit. Après son intervention, j'ai eu 2 questions me sont venues. La première question, c'est en ce qui concerne les émissions, enfin le financement des États, notamment à travers les syndications et les adjudications. Je voudrais savoir qu'est-ce que, personnellement, d'abord M. Patoki, et ensuite en tant que régulateur, qu'est-ce qu'il pense de l'unification de ces 2 méthodes, ou plutôt de ces 2 marchés. Parce que, contrairement aux entreprises privées qui, quand même, font des mobilisations également sur ce marché-là, ils n'ont pas de canaux de mobilisation. Donc, je voudrais savoir ce que M. Patoki pense de l'unification de ces 2 marchés. Merci. Et ensuite, je voudrais savoir également, d'après lui, quel serait, parce qu'il a donné tout à l'heure les chiffres,
en ce qui concerne le niveau d'épargne, le taux d'épargne de la zone, qui n'a connu que 6% en pratiquement 25 ans. Monsieur, je vais vous demander d'accélérer parce qu'il y a une autre personne qui a une question. D'accord. Donc, je voudrais savoir, selon lui, quel serait le taux idéal ou quel est le taux qui entre dans les objectifs des autorités de régulation. Merci. Merci. On prend la question suivante ou bien vous voulez lui répondre? On peut prendre peut-être la question suivante au cas où elle serait apparentée. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai une question, elle sera assez rapide. La création de Humoatit, c'est un marché monétaire, donc sur des maturités qui étaient courtes. Et là, on voit que Humoatit va sur des maturités de 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas passé au début de marchés qui étaient complémentaires à aujourd'hui des marchés qui se font concurrence entre Humoatit et le marché financier régional? Merci. Donc, merci, monsieur. Alors, je vois des questions qui ne nous mettront jamais à mal avec Humoatit. Non. Alors, il faut dire que, en fait, c'est, si vous voulez, syndication, adjudication, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. C'est-à-dire que c'est des mécanismes séparés. Pour nous, le marché, il est organisé comme ça. En tout cas, pour l'instant, nous avons ces guichets-là, c'est-à-dire un guichet adjudication, un guichet par syndication. Ce que nous pensons fondamentalement, c'est que lorsque les entreprises, les pays ont besoin de financer des projets structurants, donc des projets importants, à mon sens, c'est vrai, hein, ceux qui sont au Trésor, on connaît ça. Après coup, la trésorerie est fongible. Après coup, quand on a levé les ressources, ça vient au niveau de la caisse de l'État, c'est fongible. La destination, on ne peut pas connaître. Mais ce que nous pensons fondamentalement, c'est que lorsque une entreprise, un État a un projet structurant, un projet d'infrastructure à financer, il nous semble assez indiqué d'utiliser le guichet syndication. Parce que en adjudication, c'est-à-dire que ce serait de gros volumes. Pour financer ça, c'est de gros volumes. Et ce n'est pas évident, les adjudications, de couvrir facilement ces gros volumes. Donc, on se complète et peut-être il faut regarder. C'est ceux qui structurent qui doivent regarder. Parce que si vous avez, par exemple, à financer, je dis n'importe quoi, une route qui va vous coûter 100 milliards et que vous dites, je le fais par adjudication, forcément, vous ne pouvez pas aller directement comme ça avec ces volumes-là. Vous risquez d'aller à petits pas en se disant, oui, la trésorerie est fongible, quand ça vient, je le finance, mais après, vous n'aurez pas toute la facilité. Par contre, si vous structurez, vous avez une route qui vous coûte 200 milliards, et que vous engagez une syndication autour avec la publicité, avec l'information, je crois qu'à la fin, vous y gagnez. C'est un peu comme ça que nous voyons. Nous ne disons pas, non, ce n'est pas des objectifs contradictoires. Deuxième chose, quel est le taux idéal? Écoutez, le taux d'épargne, si aujourd'hui on fait 50
on est bon. Pourquoi? Oui, parce que qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut, c'est quand on a fini de consommer, on a quelque chose en réserve. C'est ça qu'on dit. Et donc, c'est justement cette réserve-là qui permet d'investir. Et si on consomme à 90%, ça veut dire qu'il nous reste 10%, donc la marge de financement, la marge d'investissement devient faible. Donc, vous allez trouver dans le monde certains pays qui sont à des taux d'épargne élevés, c'est ce qui est souhaitable, mais nous sommes encore dans une dynamique où le besoin de consommation, on n'a pas encore réglé tous ces problèmes-là. C'est ce qui explique que le taux d'épargne soit relativement faible. Moi, je crois que j'ai répondu à la troisième. Pas de concurrence entre nous. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que je suis passé par là. Voilà. Et ce dont on parle, nous en parlions. Nous en parlions déjà. Et même par moments, nous nous disions, oui, il faut qu'on l'évoque. Lorsqu'on a un nouveau produit et que les investisseurs ne connaissent pas ce produit, idéalement, il faut aller par syndication parce qu'on a tout le temps d'expliquer le produit, de faire connaître le produit et de permettre, une fois que ceci a été fait, après c'est plus facile de savoir comment on peut fixer un prix pour un tel produit et donc c'est facile d'aller à l'adjudication après avec. C'est un peu comme ça que nous voyons, mais j'avoue que nous n'avons pas d'objectif contradictoire. Nous restons ensemble, nous allons travailler ensemble avec les SGI, les LGO, et pour vraiment adresser les questions de développement de notre marché. Merci. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons remercier très chaleureusement notre guest speaker. Merci beaucoup. Merci.